Alors, Louis, ce que vous venez de vous rappeler, c'est ce que nous savons effectivement de cette colonisation, qui a été d'une inhumanité rarement atteinte. Mais en fait, les atrocités sont le fait de toutes les colonisations, même si les colonisations françaises, belges, anglaises sont très différentes les unes des autres. Concernant la colonisation belge, elle a quelque chose de très particulier. C'est que c'est une colonisation par procuration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais demander à Dieudonné Kouébé-Kimpélé, qui nous vient de Belgique, qui est journaliste, conférencier et chercheur indépendant, de nous l'expliquer. Vous avez étudié cette question pendant plus de 40 ans. J'espère que je ne vous vieillis pas trop. Qu'est-ce que signifie cette fameuse colonisation par procuration? Merci, Monsieur Jean-Michel Brun. Le terme, l'expression colonisation par procuration signifie coloniser pour le compte d'une autre personne et non pas pour son propre compte. C'est une colonisation unique au monde. Ni les Allemands, ni les Anglais, ni les Portugais n'ont jamais colonisé par procuration. La Belgique a colonisé le Congo par procuration pour le compte des créanciers du roi Léopold II. Le roi Léopold II s'était endetté pour une valeur estimée à 25 millions de francs or, à peu près 25 milliards de dollars, pour bâtir l'État indépendant du Congo, qui a vécu pendant 23 ans, de 1885 à 1908. Donc, pendant 23 ans, l'État indépendant du Congo fut la propriété privée du roi Léopold II. Cette propriété lui avait été donnée par les 14 délégués présents à la conférence internationale de Berlin, qui s'est achevée le 26 février 1885. La liste civile, c'est-à-dire le budget dont disposait le roi Léopold II, était de 6 000 livres sterling par an. C'est une somme tout à fait insuffisante pour créer en Afrique centrale, à plus de 6 000 km de la Belgique, un État à partir de zéro. Parce qu'il devait créer un État dans la jungle africaine. Et donc, il a dû s'endetter auprès de qui? Il a dû s'endetter auprès de certaines puissantes familles royales européennes. Le roi Léopold II s'est endetté auprès des armateurs de la société Krupp qui fabrique des canons. Le roi Léopold II s'est également endetté, toujours pour les armes, auprès de la fabrique nationale, la FN, à Liège, à Bruxelles. Et enfin, c'est le capital. C'est ça. Donc, le roi Léopold II s'est retrouvé débiteur du capital international. Comme vous avez vu, c'est un capital international. Il y avait là-dedans les Hollandais, les Américains, les Français, les Anglais. Un capital international dont il était, n'est-ce pas, le débiteur. Alors maintenant, comment rembourser cette dette de 25 milliards de dollars aujourd'hui? Eh bien, il comptait sur deux produits. Les pointes d'ivoire d'éléphant, on a vu ça ici, et le caoutchouc. Pourquoi le caoutchouc? Nous sommes au 19e siècle, c'est le siècle de l'essor de l'automobile. Les camions Mercedes, les camions fabriqués par l'Angleterre, par la France, avaient besoin de pneus. Mais où se trouve le caoutchouc? Mais au Congo. Pourquoi? Parce que le Congo abrite plus de la moitié de la forêt équatoriale africaine où pousse la plante, la liane, qui produit le caoutchouc. Et donc, le roi Léopold II voulait rembourser ces crédits prêtés par le capital avec deux produits, le caoutchouc et le point d'ivoire. Si vous devez rembourser une dette de 25 milliards de dollars avec les points d'ivoire, combien d'éléphants allez-vous tuer? Et l'éléphant n'est pas une ressource renouvelable. Et donc, très rapidement, il n'y avait plus d'éléphants pour prélever les pointes d'ivoire. À l'époque, 1 kilo de points d'ivoire était vendu 6 $. Bon,
Au bout d'un certain temps, il n'y avait plus d'éléphants dans la forêt équatoriale congolaise. Il ne restait plus que le caoutchouc pour rembourser la dette. Alors, les créanciers se rendent compte que le rythme de remboursement n'est pas le bon, parce que le roi Léopold II n'a pas d'argent pour rembourser. Et il commence à menacer le roi Léopold II de lui confisquer l'État indépendant du Congo, de faire une saisie sur l'État indépendant du Congo. Le roi Léopold II panique. Il dit, je dois augmenter la production du caoutchouc pour essayer de rembourser les dettes. Et pour produire le caoutchouc, il a besoin de quoi? De main-d'œuvre. Alors, maintenant, il instaure un système de travail forcé, travail obligatoire. Les indigènes quittent leur case à 6 heures du matin et toute la journée, ils sont dans la forêt en train de cueillir le caoutchouc. Mais quand quelqu'un sort le matin à 6 heures et revient chez lui à 19 heures, il n'a pas travaillé, sa famille n'a rien à manger. Résultat, les gens commençaient à fuir. Plus personne ne voulait faire le travail de cueillir du caoutchouc. Or, dans l'entretemps, les créanciers font pression de plus en plus sur le roi Léopold II pour qu'il rembourse l'argent. Et le roi Léopold II a été obligé maintenant d'instaurer un travail de torture. D'abord, il a commencé par couper les têtes. Avant d'en arriver aux mains coupées, d'abord, il a pratiqué la décapitation. Vous n'avez pas accompli le quota des veillades de caoutchouc. Donc, chaque paysan devait produire un quota journalier de caoutchouc. Si votre quota n'est pas suffisant, hop, on coupe la tête. Et ces têtes coupées étaient payées. Donc quand vous amenez une tête coupée dans un bureau, dans un comptoir, on vous donne une prime par tête coupée. Alors évidemment, les gens faisaient du zèle. Les gendarmes, les policiers, les soldats, les agents de l'État indépendant du Congo faisaient du zèle. Ils amènent 20 têtes. Chaque tête coûte autant. Mais ces têtes étaient trop lourdes à porter. Et ils se sont plaints. Ils disent, on n'arrive plus à porter les têtes, il y en a trop. C'est trop lourd. Alors on a choisi une deuxième méthode, l'émasculation. On coupait les organes des hommes pour aller les présenter au comptoir et toucher également une prime. Mais ce système rapidement s'est montré contre-productif. Pourquoi? Mais c'était de la main-d'œuvre pour la cueillette de caoutchouc. Donc si la personne meurt, c'est une main-d'œuvre en moins. Donc on s'est rendu compte que quand on coupe les têtes et qu'on émascule les hommes, il n'y a plus de main-d'œuvre pour le travail de collecte du caoutchouc. Alors la troisième méthode, c'est celle que montre l'illustration ici, à côté de derrière nous, c'est les mains coupées. Pourquoi les mains coupées? Ce sont les mains coupées des enfants pour obliger les parents à respecter le quota de production de caoutchouc. Donc le scandale des mains coupées, qui fut pratiqué pendant les 23 ans d'existence de l'État indépendant du Congo, eh bien les mains coupées, c'était les mains coupées des enfants pour obliger les parents à respecter le quota de production de caoutchouc. Donc la photo qu'on a ici derrière dit beaucoup, mais elle ne dit pas tout. C'est ça. Alors, est-ce qu'il a réussi à rembourser la dette? Mais non. Malgré tous les éléphants qu'il a massacrés, malgré les têtes coupées, les émasculations et, n'est-ce pas, l'amputation des mains des enfants, le roi Léopold II se retrouvait dans l'impossibilité de rembourser la dette. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ces créanciers, à partir de 1905, augmentent la pression sur le roi Léopold II. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir des minerais. On a découvert à peu près 48 minerais différents. De l'or, du diamant, du cobalt, de l'étain, du manganèse, du cadmium, du germanium. Aujourd'hui, le Congo, le sous-sol du Congo contient 108 minerais. Mais à l'époque, au début du XXe siècle, on en avait déjà compté 48. Et les créanciers disent au roi Léopold II, nous ne voulons plus que vous nous remboursiez. On veut prendre votre État indépendant du Congo. Le roi Léopold II s'est battu pendant 3 ans, de 1905 à 1908, pour essayer de sauver sa propriété privée. Il n'y a pas réussi. Finalement, l'État indépendant du Congo sera cédé à ses créanciers, donc au capital. Et en 1908, les créanciers décident de confier la gestion
l'administration de l'État indépendant du Congo à la Belgique pour rembourser les dettes restées impayées par le roi Léopold II. Donc c'est un système qu'il faut bien comprendre, la mécanique de la colonisation du Congo. La cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, ce n'est pas la cession des actifs, c'est la cession de la gestion et de l'administration pour que la Belgique fasse travailler les Noirs en Afrique, au Congo, pour qu'ils puissent rembourser les dettes restées impayées. Et ces dettes ont été payées 4 fois. Parce qu'à l'époque, $1 investi au Congo belge rapportait $4. Et donc la colonisation sur le plan comptable fut une affaire très, très rentable. Donc le capital qui avait investi dans l'État indépendant du Congo et qui maintenant se retrouve propriétaire du Congo belge a complètement récupéré sa mise, donc les dettes qui avaient été prêtées, qui avaient été empruntées au roi Léopold II. Pourquoi? À cause du système colonial. Le système colonial belge fut d'une efficacité redoutable sur le plan financier, sur le plan social, sur tous les plans. Pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, qui arrive 6 ans après le début de la colonisation, la Première Guerre mondiale arrive en 1914, et les industries en guerre ont besoin de quoi? De minerais. On fait travailler les Congolais 18 heures par jour pour produire des minerais. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, la même chose, et vous le savez, c'est le Congo qui produira l'uranium qui permettra aux États-Unis de produire la première bombe atomique. Donc c'est une affaire extrêmement rentable sur le plan financier, sur le plan économique, puisque toute la production du Congo belge était destinée à l'exportation. C'était une économie donc externalisée totalement. Et donc, le Congo va donc se retrouver, les Congolais vont se retrouver dépouillés de leurs terres. Leurs terres avaient été confisquées par l'EIC, maintenant c'est la terre qui appartient au grand capital. Ils vont se retrouver dépouillés de leur indépendance, de leur souveraineté, de leurs droits et de leur liberté. Je termine par ce qui m'a le plus marqué. La société coloniale belge avait été stratifiée en 3 couches. Tout en bas, là-bas, c'était les paysans. C'était en fait des anonymes. Ils étaient juste bons pour travailler, produire le café, travailler dans les grandes plantations pérennes des colons. Au-dessus venaient ce qu'on appelait les immatriculés, dont les gens qui portaient un numéro, comme un peu le bétail, qui était marqué. Les immatriculés. Et au-dessus, tout à fait au-dessus de la société coloniale, venaient ce qu'on appelait les évolués, ceux qui avaient plus ou moins terminé l'école primaire, les 5 années primaires, et qui assumaient les tâches subalternes au sein, n'est-ce pas, de la société coloniale belge. Voilà, je crois que les 10 minutes qui m'ont été données. Oui, merci beaucoup, merci Dieudonné.